18 décembre 1954. Pendant 5 ans, nous n'avons pas cessé d'attendre de l'URSS un geste. La note par laquelle l'URSS nous annonce son intention de rompre le pacte franco-soviétique est évidemment destinée à impressionner la France à la veille du débat de l'Assemblée nationale. L'Angleterre, elle aussi, a un pacte avec l'Union soviétique. Depuis plusieurs semaines, elle a ratifié les accords de Paris. Et le gouvernement de Moscou, qui n'avait pas cru utile de lui adresser une note semblable à celle qu'il vient de nous envoyer, s'est abstenu jusqu'à présent de dénoncer le pacte anglo-russe. Alors, pourquoi cette décision spéciale à la France ? Si l'on a à Moscou jugé plus commode d'agir sur l'Assemblée nationale française plutôt que sur le Parlement britannique, c'est parce qu'on sait que notre pays est plus divisé et son opinion plus vulnérable, comme il est regrettable que nos désaccords, nos querelles internes, complaisamment étalées sur la place publique, desservent ainsi notre cause, affaiblissent notre position et encouragent les pressions de l'extérieur. Cependant, la manœuvre quelque peu brutale à laquelle vient de se livrer le gouvernement soviétique ne saurait réussir. Pendant les 5 dernières années, la France a cherché, en retardant l'échéance, à ménager toutes les possibilités d'un règlement. Elle l'a même fait au prix de difficultés avec ses alliés. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas cessé d'attendre de l'Union soviétique un geste qui aurait vraiment permis que les questions pendantes fussent réglées d'un commun accord. Moi qui suis, comme vous tous, profondément désireux de progresser vers la paix et préoccupé de rechercher la détente, je suis obligé de le reconnaître, ce geste n'a pas été fait. Ni à propos de la réunification de l'Allemagne, ni à propos de l'Autriche, ni d'aucun autre problème. Les Russes n'ont pas jugé que la question du réarmement de l'Allemagne valait de leur part une concession réelle. Finalement, la France a bien dû l'admettre. Un certain réarmement de l'Allemagne, voulu par nos alliés unanimes, était devenu inéluctable et allait se faire avec ou sans notre consentement. Dès lors, notre objectif a été avant tout de poser des limites au réarmement allemand et d'empêcher qu'il pût prendre un caractère dangereux ou agressif. Les accords de Paris ont prévu la limitation, le contrôle et la publicité des armements. Ils ont prévu des interdictions de certaines fabrications militaires en Allemagne. Une organisation fondée sur de telles bases présente un caractère défensif évident. Si du côté de l'Est, on constituait un groupement obéissant aux mêmes principes et suivant les mêmes règles, non seulement nous n'aurions pas à nous en inquiéter, mais nous verrions apparaître à l'horizon la possibilité d'un accord plus général qui instituerait enfin dans l'Europe tout entière un système de garantie mutuelle et qui pourrait conduire à la réduction générale des armements. Le dernier geste de l'Union soviétique est spectaculaire, mais je me refuse absolument à renoncer à nos espérances, donc à nos efforts. La proposition que j'ai faite d'une conférence à 4 en mai prochain demeure valable, aujourd'hui comme hier. Et je crois fermement que cette conférence, si elle est préparée dès maintenant par la voie diplomatique, peut se réunir à la date prévue et faire œuvre utile pour la paix, qui demeure l'objet des vœux de toutes les nations et de tous les peuples. Cependant, que les problèmes de politique étrangère appellent ainsi notre attention, se poursuit nuit et jour la discussion annuelle de notre budget. Elle donne lieu à des débats longs, complexes et touffus, à propos desquels les questions politiques les plus variées sont soulevées par les opposants et qui, pourquoi ne pas le dire, mettent par moments l'existence du gouvernement en danger. L'importance du budget en lui-même est capitale à cause de son influence sur toute l'économie du pays. Certes, le gouvernement qui a pris en main les affaires du pays il y a tout juste 6 mois ne pouvait pas transformer d'emblée toute la répartition des dépenses budgétaires. La grande masse de ces dépenses n'est pas susceptible d'être supprimée ni même réduite d'un jour à l'autre. Cependant, d'ores et déjà, le budget de 1955 présente des différences décisives avec les budgets précédents.
Il comporte une réduction sensible des dépenses improductives. Par exemple, sur les dépenses militaires, une réduction de 80 milliards a pu être obtenue, surtout parce que les opérations ont pris fin en Indochine. La politique pratiquée par le gouvernement commence ici à porter ses fruits. Mais dans le même temps, les moyens d'action mis à la disposition de l'éducation nationale ont pu être relevés de 46 milliards. Les dépenses pour les investissements productifs sont en accroissement de 60 milliards. Les prêts à la construction d'habitations à loyer modéré augmentent de 43%. Le montant des crédits pour les primes à la construction est doublé. Les crédits de subvention et de prêts à l'agriculture augmentent largement eux aussi et sont supplémentés par le nouveau fonds de l'adduction d'eau potable. Les crédits consacrés à l'équipement pour la santé publique sont triplés et la contribution de la métropole aux investissements des pays d'outre-mer est bien plus forte en 1955 qu'elle ne l'était en 1954. Ainsi, le budget de 1955 reflète la politique de transfert de nos efforts et de nos dépenses de l'improductif au productif, du moins utile au plus utile. Je sais bien que ce budget n'est pas parfait. Nous ne sommes qu'au début de notre entreprise, mais nous marchons dans la bonne direction, nous progressons. Avec de la volonté et de la persévérance, nous atteindrons le but. Seulement, pour cela, une fois encore, il faut que tous, au Parlement et dans le pays, nous comprennent et nous aident dans notre travail.